Depuis que le gouvernement Trudeau a fait son entrée, le sujet sur la légalisation du cannabis fait les premières pages, ouvrant le débat sur la problématique de consommation de drogue. Ainsi, la décriminalisation de drogue dans certains pays a contribué à la baisse du taux de criminalité. Par exemple, en Californie, depuis le 1er janvier 2018, les homicides liés aux drogues a chuté de 41%. Également, côté législation, la légalisation du cannabis a permis au gouvernement d'avoir un certain contrôle de cette substance sans pour autant encourager la consommation. De plus, il met à la disposition des consommateurs des centres d'aide. Plusieurs spécialistes se penchent sur des solutions s'ouvrant à nous, donc la décriminalisation ou la légalisation. Nous parlerons des sujets tels que la décriminalisation ou la comparaison avec les autres pays ainsi que les répercussions sociales. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer la différence entre la décriminalisation et la légalisation. La décriminalisation, c'est un concept assez flou et non désirable pour le gouvernement parce qu'elle ne permet pas de profit. Dans le fond, elle permet simplement des sanctions qui sont non pénales, comme des amendes pour certaines activités qui ne sont pas permises. Elle vise à la réduction des effets néfastes associés à la criminalisation, comme les casiers judiciaires, la stigmatisation, qui est le fait de condamner ou de critiquer quelqu'un publiquement, les habitudes de consommation à haut risque, les surdoses et les maladies transmises par le sang, qui sont certains des risques qui sont en cours. La décriminalisation, ça vise à réduire les méfaits en éliminant les sanctions pénales obligatoires, en les remplaçant par des mesures d'information et par l'accès à des traitements et à des services de réduction des méfaits. En gros, elle permet, dans le cas des drogues, d'en posséder une petite quantité sans être considéré comme un criminel, mais elle ne permet pas pour autant la vente ou l'achat de substances, ce qui laisse un point assez sombre qui ne plaît pas au gouvernement, d'où vient la substance. La légalisation, quant à elle, c'est un projet de loi qui vise à encadrer rigoureusement la production, la distribution, la vente ou la possession de substances ou de services. Ce contrôle permet de restreindre l'accès aux jeunes, de protéger la santé publique, de réduire le fardeau imposé au système de justice pénale et de mieux faire connaître au public les risques qui sont associés. Ça permet aussi des profits de vente au gouvernement qui peut ensuite en profiter pour faire des campagnes de sensibilisation avec l'argent qui est amassé. Il devient donc criminel de contrevenir aux lois qui sont instaurées et peut mener à des sanctions beaucoup plus strictes. Dire ouvertement qu'on est pour la légalisation ou la décriminalisation risque d'être interprété de manière nuisible. Pour les tenants du statu quo, laisser miroiter les avantages de la décriminalisation est souvent perçu comme un affront. Ceux qui sont du côté pour, quant à eux, sont souvent ridiculisés. La question, c'est de savoir comment présenter les avantages sans pour autant être perçu comme un illusionné. What is really important is the relation that the subject has with the substance and not the substance itself. As a disease like the others, like diabetes or hypertension or whatever, with the democratic revolution, with the idea of freedom, there's a huge spread of experimentation. It was not a problem connected to marginalized people, but it happened with everybody. So medium class, high classes, people started to say, my son is not a criminal, he's someone who needs help.
Fait que c'est le Portugal qui a été le premier pays européen à décriminaliser les drogues. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'envoyer les personnes qui consomment en prison, ils ont favorisé l'approche du traitement. En faisant ça, le Portugal s'est vu réduire de moitié la consommation chez les adolescents. Le taux d'infection au VIH a chuté en flèche aussi. Le nombre de morts associés à la drogue a été réduit de plus de la moitié. Puis le taux de gens ayant recours aux services de traitement addictif a doublé. En 2010, la République tchèque a dépénalisé toutes les drogues en petite quantité. Seulement, si les citoyens se font prendre avec une plus grande quantité que ce qui est permis, ils risquent 1 à 2 ans de prison. L'Uruguay, c'est le premier pays au monde à légaliser totalement le cannabis. On parle ici de consommation, de production et de commercialisation du cannabis. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils tiennent un registre. Dans le registre, c'est inscrit si tu es consommateur ou producteur de cannabis. Puis à partir de ce registre-là, tu peux acheter jusqu'à 40 grammes dans le mois ton cannabis. Puis tu peux aussi avoir au moins 6 plantes de cannabis pour usage personnel chez toi. La consommation de cocaïne en Arabie Saoudite et à Singapour est passible de peine de mort. Au Canada, donner ou vendre du cannabis à un mineur est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 14 ans. À Trois-Rivières, la loi sur la consommation du cannabis, c'est la même que pour le tabac. À ça, il s'ajoute la loi de consommation sur les terrains des centres de santé et services sociaux, les terrains des établissements scolaires, universitaires et collégiales, et voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes, donc des cyclables, puis sur les heures d'attente de transport en commun. Le Portugal avait un sérieux problème de drogue. En 2001, une étude a révélé que 0,7% de sa population avait fait usage d'héroïne au moins une fois, presque le plus haut taux d'Europe. Afin d'y remédier, le Portugal a décidé de ne plus incarcérer ses toxicomanes, et au lieu de ça, ils ont décriminalisé toutes les drogues et ont opté pour la solution médicale plutôt que pénale. Aujourd'hui, le Portugal affiche le taux de consommation de drogue le plus faible d'Europe. Les Pays-Bas sont fameux pour leur coffee shop, dans lequel le gouvernement y tolère la vente de cannabis dans le but affiché de limiter les profits des dealers de drogue criminels, les fameux cartels. Le cannabis y reste toutefois techniquement illégal. Ce qui distingue les Pays-Bas, cependant, réside dans le fait que le gouvernement reconnaît une distinction entre les drogues douces, telles que le cannabis, et les drogues dures, telles que la cocaïne et l'héroïne. Vous êtes de fait autorisé à avoir jusqu'à 5 grammes de cannabis sur vous, sans pour autant craindre d'être persécuté par la justice. Cela fait maintenant 50 ans qu'Israël étudie cette drogue, une période au cours de laquelle elle a construit le programme de cannabis médical le plus important du monde, avec quelques 22 000 patients actuellement recensés. Israël a recours au cannabis pour traiter des pathologies telles que la maladie de Crohn, Parkinson, la sclérose en plaques ou encore les troubles de stress post-traumatiques. En raison des restrictions mises en place dans les pays comme la France ou les États-Unis, les chercheurs se bousculent désormais afin d'aller étudier cette drogue en Israël, et les entreprises commencent également à sérieusement s'y intéresser. Israël est ainsi en passe de devenir le leader mondial en matière de cannabis médical. L'Uruguay cherchait un moyen de couper l'herbe sous le pied des cartels, littéralement. Elle a donc décidé de légaliser la marijuana en 2014 en permettant la vente et la culture de cette plante aux vertus thérapeutiques désormais plus que largement avérées, le tout en fixant le prix à seulement 1$ le gramme. Depuis, les Uruguayens ont mis en place plus de 500 cannabis clubs et le gouvernement a enregistré pour l'instant plus de 1200 utilisateurs. Qu'en est-il maintenant, disons, de pays comme les États-Unis et la France? Leurs lois relatives aux drogues sont pour ainsi dire diamétralement opposées à celles de ces pays. Contrairement au Portugal, qui s'engage à traiter les addictions stupéfiants comme une maladie, la France continue tragiquement à s'acharner à emprisonner ses consommateurs de drogues non violents. Contrairement aux Pays-Bas, les lois fédérales américaines maintiennent que le cannabis est aussi dangereux que l'héroïne. Contrairement à Israël, la France et les États-Unis refusent d'admettre le potentiel thérapeutique du cannabis et n'autorisent par conséquent pas les recherches scientifiques et médicales sur le sujet. Et contrairement à l'Uruguay, les lois américaines contribuent très largement à financer les cartels de drogue mexicains en leur permettant, de fait, de conserver un monopole sur ces drogues. La guerre contre la drogue cause d'énormes répercussions au niveau social. Les conséquences les plus flagrantes sont l'incarcération de masse, la hausse de la violence, les droits fondamentaux brimés et les dépenses inutiles causées par le gouvernement. Les États-Unis sont un des pays les plus influents dans la guerre contre la drogue. Ils représentent 5% de la population mondiale, mais 25% de la population des personnes qui sont incarcérées. Dans ces 25%-là,
il y a 40% qui sont afro-américains. Pendant que les jeunes blancs sont plus vulnérables à tomber dans la consommation abusée, les jeunes noirs, eux, sont 10 fois plus à risque que les jeunes blancs à se retrouver en prison à cause du commerce ou de la consommation de drogue. Beaucoup de délinquants non violents sont emprisonnés à cause de la guerre contre la drogue. Ces personnes emprisonnées sont mises en colocation avec d'autres délinquants, mais qui sont souvent violents. Fait que, ce que ça fait à cause de l'influence négative que ça a sur eux, c'est que souvent, ces délinquants-là, qui n'auraient pas fait de mal à une mouche normalement, deviennent violents à cause des personnes avec qui ils sont tous les jours. Au Mexique, on estime que 164 000 personnes ont été tuées entre 2007 et 2014, ce qui est plus qu'en Afghanistan et en Irak, aux zones de guerre pour la même période de temps. Les gangs, les cartels, les organisations criminelles de toutes sortes bénéficient du fait que les drogues sont illégales pour financer leur activité criminelle, parce que le gouvernement il ne va pas vendre ces substances-là ou d'autres particuliers. Fait qu'eux, ils sont plus en train à faire une grosse marge de profit, parce que c'est eux qui décident du prix qu'ils peuvent le vendre en fait. Les individus au sein d'une organisation criminelle ne sont jamais protégés par le système judiciaire établi. Le seul moyen pour régler leurs problèmes qui leur reste, c'est la violence. Selon certaines études, le taux d'homicide a augmenté aux États-Unis de 25 à 75% à cause de la guerre contre la drogue. Toutes les dépenses inutiles pour tenter d'enrayer la drogue auraient pu être utilisées pour faire de la sensibilisation ou pour des soins ou d'autres activités qui auraient fait un impact bien plus important sur la réduction de la consommation chez les consommateurs. En bref, le meilleur moyen pour réduire la consommation de notre population, c'est pas de les enfermer en prison. C'est mieux de les aider à réduire ou de complètement cesser leur consommation pour réduire les effets néfastes sur leur santé ou sur tous les aspects de leur vie. Les drogues ont nui à de nombreuses personnes, mais des politiques publiques inadaptées ont fait encore davantage de dégâts. Il est temps de les changer, ensemble.